le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, en visite à Tripoli, a rencontré les autorités du pays afin de pousser à la mise en œuvre de l'accord de Paris qui prévoit des élections en décembre. Au Mali, une association d'observateurs nationaux créée par l'Association des anciens élèves et étudiants du Mali va déployer des observateurs pour superviser l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Et puis au Mozambique, des techniques d'agriculture de conservation sont diffusées auprès des populations locales afin de limiter la déforestation et la dégradation des forêts. On en parle également dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, en visite à Tripoli en Libye, a rencontré son homologue libyen Mohamed Siala et le chef du gouvernement d'union nationale Fayez Al-Sarraj. Il a également rencontré un groupe de militaires actifs dans la lutte antiterroriste et s'est entretenu avec le président du Haut Conseil d'État libyen afin de pousser à la mise en œuvre de l'accord de Paris qui prévoit des élections au mois de décembre prochain. Voici les images. Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian s'est rendu ce lundi en Libye pour pousser à la mise en œuvre de l'accord de Paris qui prévoit des élections au mois de décembre prochain. Avant une série d'entretiens avec différents acteurs politiques, il a rencontré en début de matinée à Tripoli Fayez Al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale. À travers cette visite, Jean-Yves Le Drian veut surtout maintenir la pression pour des élections en décembre. À Paris, les responsables libyens se sont également engagés à tenir des élections présidentielles et législatives suivant un calendrier précis d'ici la fin de l'année. Et c'est ce que prévoit le plan d'action du représentant spécial des Nations Unies, M. Salamé. C'est ce à quoi aspirent les citoyens libyens qui se sont inscrits massivement sur les listes électorales. C'est donc le chemin à suivre. La France appuie les efforts de tous ceux qui travaillent dans cette direction, que ce soit les efforts de M. Salamé, que ce soit les efforts des responsables libyens, les parlementaires des deux chambres, à qui il incombe une responsabilité historique dans ce processus, que ce soit aussi la Haute Commission électorale. Et la France va apporter, via les Nations Unies, un soutien global d'1 million de dollars à l'organisation du processus électoral. Les principaux protagonistes de la crise libyenne, dont le Premier ministre du gouvernement d'union nationale et le maréchal Haftar, homme fort de l'Est, se sont engagés à Paris le 29 mai dernier à tenir des élections législatives et présidentielles le 10 décembre pour tenter de sortir leur pays de l'ornière. Mais nombre d'observateurs jugent le calendrier trop ambitieux au vu des rivalités sur le terrain et préconisent de stabiliser en premier lieu l'économie. Au Mali, une association d'observateurs nationaux créée par d'anciens élèves et étudiants du pays va déployer des observateurs sur toute l'étendue du territoire pour superviser l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Dénommée Grâce Mali, cette association va déployer au total 600 observateurs dans tout le pays. Reportage Alima Bentouré. C'est la troisième fois que l'association des anciens élèves et étudiants du Mali lance des observateurs nationaux sur le terrain pour la supervision des élections au Mali. Cette fois-ci, il s'agit de la supervision de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. 400 observateurs seront lancés à travers le pays pour se rendre compte de l'effectivité du bon déroulement de l'élection dans les bureaux de vote. Nous avons en tout cas projeté de mettre 400 observateurs sur l'ensemble du territoire pour que nous soyons témoins du déroulement du scrutin à l'intérieur des centres des bureaux de vote, qui va être suivi par la formation des 200 observateurs de Bamako. Et après, nous allons faire une formation en ligne et une formation dans les régions de Gao. Une équipe va aller pour la formation, une équipe va aller aussi à Sikasso, à Kaye, à Tomignan, à San. Les anciens de l'UNEM vont aussi déployer des vigiles et comptent sur leurs anciens camarades présents sur l'ensemble du territoire national pour une meilleure supervision de cette élection. Donc nous, nos observateurs, seront dans tous les centres et dans tous les bureaux pour observer comment ça se passe, le bon déroulement jusqu'à l'effectivité, la fin, jusqu'au dépouillement.
Et ils seront prémunus de systèmes d'information rapides, WhatsApp, Zender ou bien autres, pour que dès que les signataires auront fini, ils vont nous filmer et nous envoyer par le système d'envoi rapide. Et nous faisons la compilation dans notre quartier général à Douadabougou. Parce que la génération Cabral existe partout en République du Mali. Alors nous serons là où les autres ne peuvent pas être. Pour une élection apaisée et crédible, les anciens camarades d'Abdoul Karim Camara, tués sous le régime dictatorial de Moussa Traoré, lancent un appel pressant aux journalistes d'être à cheval sur l'éthique et la déontologie du métier. L'AMS UNEM appelle aussi les candidats au strict respect des uns et des autres. En bref, au Burkina Faso, le président de l'Union pour le progrès et le changement UPC, Zéphirin Diabré, a été reconduit dimanche à la tête du principal parti d'opposition burkinabé en vue de l'élection présidentielle de 2020. Chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré a fondé en 2010 l'UPC, parti avec lequel il avait terminé deuxième lors des élections législatives et présidentielles en 2015, derrière l'actuel président Roch-Marc Christian Kaboré. Alors que bon nombre de Burkinabés se disent déçus par le manque d'avancées économiques et sociales, notamment depuis la chute du régime de Blaise Compaoré en 2014, l'opposant a plaidé pour que le vrai changement soit une réalité au Burkina Faso en 2020. Au Bénin, les ateliers de la démocratie à Demo, édition 2018, ont été lancés ce lundi. Initiés par la jeunesse béninoise, la rencontre doit se dérouler pendant une semaine à Cotonou, la capitale économique du pays. Plus de précisions à travers ce compte rendu de Génial Afouda. Atelier de la démocratie à Demo, édition 2018 au Bénin. Ces assises ont pour but d'inciter les jeunes béninois à s'impliquer davantage dans la démocratie de leur pays. Les échanges seront basés notamment sur l'état des lieux de la démocratie au Bénin. L'idée est née parmi les anciens boursiers du programme YALI, qui est un programme d'échange des États-Unis qui fait en sorte que les jeunes talentueux jeunes puissent voyager aux États-Unis pour connaître un peu les États-Unis et faire les échanges. Donc au retour, ce sont eux qui ont eu l'idée comment faire en sorte que la jeunesse béninoise puisse s'impliquer davantage en tant que citoyen. Les ateliers comprennent 6 jours, des discussions basées sur un livre qui explique comment marche-t-il la démocratie au Bénin, comment fonctionnent-ils les institutions, qu'est-ce qu'on doit savoir en tant que citoyen pour s'impliquer dans la démocratie. Les ateliers de la démocratie à Demo, édition 2018, réunissent des acteurs du monde judiciaire et juridique et près de 1000 jeunes. Le projet est soutenu par l'ambassade des États-Unis près le Bénin. Le Tchad a qualifié d'accusations graves destinées à saper les efforts des autorités. Le contenu du rapport d'Amnesty International qui avait dénoncé mi-juillet un lien étroit entre mesures d'austérité et répression. Dans un communiqué publié dimanche, le gouvernement tchadien estime que le rapport intitulé « Budget en chute, répression en hausse » est de nature à saper les efforts menés par le gouvernement tchadien dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance. Selon le même communiqué, les mesures d'austérité dépeintes par Amnesty International comme des mesures purement antisociales répondent aux exigences des bailleurs de fonds et sont appréciées par les partenaires financiers internationaux. Au Mozambique, plus précisément dans le nord du pays, autour de la réserve naturelle de Gilé, des techniques d'agriculture de conservation sont diffusées auprès des populations locales. Objectif, limiter la déforestation et la dégradation des forêts. Il faut dire qu'actuellement, 10 à 15% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la déforestation et de la dégradation des forêts. Reportage. La réserve de Gilé et sa vaste forêt de Miombo. 2800 km² de biodiversité exceptionnelle menacée par la déforestation.
En cause, la coupe illégale de bois et surtout l'agriculture sur brûlis, dont dépendent les populations qui vivent dans la zone tampon de la réserve. Pour limiter l'ouverture de nouveaux champs, une ONG française appuie ses cultivateurs formés à des pratiques d'agriculture durable pour accroître la fertilité des sols. Notre objectif, c'est que le producteur cultive le plus longtemps possible la même parcelle. Ici, concrètement, le producteur cultive le même champ depuis 4 ans. Autre menace, la production de charbon aux abords de la réserve. L'approvisionnement en bois grignote la forêt et le processus de carbonisation émet du CO2, nocif pour l'environnement. Ici, les charbonniers apprennent à construire des fours améliorés. Résultat, tout en coupant moins d'arbres, ils produisent plus de charbon et de meilleure qualité. Par exemple, grâce à cette nouvelle technique, on arrive à produire 6 ou 7 sacs de charbon à chaque fois, alors qu'avant, on n'arrivait à en obtenir que 2 ou 3. La réserve de Gilet veut maintenant monnayer ses efforts de lutte contre la déforestation en commercialisant des crédits carbone. Ce système permet aux émetteurs de CO2 d'acheter des crédits pour réduire leurs émissions tout en appuyant des projets environnementaux dans les pays en développement. Nous avons réussi à diminuer le taux de déforestation annuel qu'on pouvait voir dans la zone tampon de la réserve. C'est-à-dire que des émissions de gaz à effet de serre ont été évitées par les alternatives mises en place. Ces efforts ont permis une réduction des émissions de l'ordre de 300 000 tonnes de carbone en 5 ans. Chaque tonne de CO2 non émise équivaut à un crédit carbone dont la vente devrait rapporter entre 2 et 3 millions de dollars à la réserve pour financer la conservation et le développement durable. Le président sénégalais et chinois ont inauguré dimanche à Dakar une arène de lutte, un sport très populaire au Sénégal, financé par Pékin. Son inauguration intervient au 2e et dernier jour de la visite au Sénégal du dirigeant chinois en tournée africaine. Les images. Le président chinois poursuit sa visite au Sénégal dans le cadre de sa tournée en Afrique. Outre les nombreux accords signés entre leurs deux pays à l'occasion, les présidents sénégalais et chinois ont aussi procédé à l'inauguration d'une arène de lutte nationale financée par la Chine. Construite à Pékin, une banlieue de Dakar, l'infrastructure est une aubaine pour le pays hôte qui s'en réjouit. Les nombreux pratiquants et amateurs de la lutte sénégalaise ont toujours rêvé d'une arène nationale. Aujourd'hui, grâce à la coopération solidaire de nos amis chinois, la réalité a dépassé le rêve, puisque ce beau complexe, par sa polyvalence, accueillera des combats de lutte, mais aussi d'autres activités sportives et socio-culturelles. La nouvelle infrastructure, construite en 28 mois par des entreprises chinoises, a coûté 32 milliards de francs CFA, soit 48,7 millions d'euros. Elle est d'une capacité de plus de 20 000 places. Avant l'inauguration de l'arène de lutte, les deux dirigeants sénégalais et chinois avaient signé ce samedi 10 accords dans des domaines liés notamment à la justice, la coopération économique et technique, les infrastructures, la valorisation du capital humain et l'aviation civile. Le Sénégal et la Chine ont renforcé leurs liens économiques et commerciaux depuis le rétablissement de leurs relations diplomatiques en 2005. La Chine est le deuxième partenaire commercial du Sénégal derrière la France, avec un volume d'échange de 2 milliards de dollars en 2016, incluant des projets d'infrastructure selon des chiffres officiels sénégalais. Le Sénégal était la première étape d'une tournée africaine du dirigeant chinois. Après Dakar, il mettra le cap sur le Rwanda, puis l'Afrique du Sud. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.